Cependant, les différences, sont souvent, très importantes entre les différentes communautés. Nous allons essayer de les, appréhender à travers l'autosomal, hein. L'autosomal, c'est l'ensemble des chromosomes non sexuels hérités, des 2 parents et pour ce faire, nous avons sélectionné des échantillons de différentes populations juives, tirés, d'études scientifiques. Ces échantillons sont pour la plupart disponibles sur le site de G25 si cela peut vous intéresser. Alors, nous les avons ici et nous allons essayer de comprendre leur composition, leur structure génétique en les modélisant avec les populations que nous voyons ici. Alors nous avons sélectionné un échantillon berbère du sud marocain. Alors on sait que globalement les Marocains d'un point de vue génétique sont berbères, hein. Les Marocains ne sont pas arabes d'un point de vue génétique, ce sont des berbères, qu'ils soient aujourd'hui arabophones ou berbérophones, leur génétique n'est pas très différente. Mais nous avons sélectionné un échantillon du sud marocain qui est censé représenter une composante berbère entre guillemets plus authentique. Nous avons également choisi un échantillon géorgien qui va représenter la part des convertis caucasiens au judaïsme. Pareil ici pour la composante iranienne, la composante italienne du nord, hein, pas du sud, parce que on sait que le sud de l'Italie a des affinités avec le Levant. Donc pour lever toute ambiguïté, si cette part revient aux Hébreux ou aux Italiens, nous avons pris un échantillon du nord de l'Italie, de Ligurie plus exactement. Un, euh, un échantillon samaritain qui est donc représentatif, du moins qui serait représentatif de l'apport ou de la composante des Hébreux. Les Samaritains sont vraisemblablement la population moderne la plus proche des anciens Hébreux, au moment où ils quittaient la Judée avant la destruction du second temple, comme nous l'avons vu, et puis deux autres composantes, les Tadjiks, c'est-à-dire de l'iranien matiné d'Asie centrale, et puis une composante ukrainienne. Alors, très rapidement, nous allons regarder ces trois premiers échantillons. Ce sont des chrétiens levantins. On voit bien que le gros de la concordance se fait avec les Samaritains, à environ 80%. Il y a également d'autres composantes mineures, hein, notamment un petit peu d'italien, qui est peut-être un héritage des croisés du Moyen Âge. Alors, on va regarder à présent les populations juives, hein. Euh, alors, la composante berbère chez ces différentes communautés, eh bien, on voit bien qu'en Irak, elle est inexistante, ce qui n'est pas pour nous surprendre. Chez les juifs kurdes, pareil, les juifs iraniens non plus, les juifs du Caucase non plus, les juifs de Bukhara, d'Asie centrale non plus. En revanche, elle apparaît chez les juifs syriens. Comment l'expliquer? On sait que les juifs syriens descendent pour beaucoup d'entre eux de séfarades expulsés de péninsule ibérique qui se sont donc réfugiés en Syrie. Et les séfarades ayant donc une composante berbère, c'est-à-dire que des berbères judaïsés ont grossi les rangs d'anciens judéens pour former cette composante séfarade. Et effectivement, on retrouve chez les juifs syriens des affinités avec les berbères du sud marocain d'environ 6%. Elle est d'à peu près 4% chez les juifs grecs, les juifs romagnotes, et chez les Ashkénazes et les Italkim, elle est d'environ entre 2 et 4%. Alors on l'expliquerait comment? C'est vrai que c'est un petit peu déconcertant. Eh bien, dans le cas des Italkim et des Ashkénazes aussi, on peut penser qu'il y avait un vieux fond juif méditerranéen qui incluait des convertis à la fois sud-européens mais aussi nord-africains. Nous avons l'exemple de Carthage ou de cités romaines de Cyrénaïque où des Berbères se sont convertis au judaïsme, c'est attesté. L'existence d'un prosélytisme ne fait aucun doute, et donc cette composante-là se serait maintenu. Une autre piste, hein, tout aussi probable, c'est lorsque les séfarades ont été expulsés de péninsule ibérique, certains se sont réfugiés en Europe orientale et ont donc grossi les rangs des communautés ashkénazes. Et c'est certainement par ce biais-là que la composante berbère a essaimé en Europe orientale.
Pareil pour les juifs italiens, hein, nous savons que, des juifs de Livourne étaient pour beaucoup d'entre eux originaires de péninsule ibérique. Chez les séfarades de Turquie, et des Balkans, nous sommes à environ entre 5 et 6, mais c'est bien entendu chez les juifs maghrébins que la composante berbère est la plus importante. Cela traduit bien entendu des conversions de berbères au judaïsme. Alors, dans les échantillons de monsieur Béard, nous avons environ un peu plus de 14, entre 14 et 15% d'affinité génétique avec les berbères. Donc, il y a bien entendu des conversions. Cela explique la grande différence avec les autres communautés juives, mais les échantillons, la moyenne des échantillons de monsieur Béard ne nous a pas paru très pertinente. Nous avons parfois des doutes sur la représentativité de ces échantillons, mais également de son objectivité et de sa rigueur scientifique. Pour plusieurs raisons, nous l'avons vu dans le cas des Palestiniens. Je vous invite à regarder la vidéo 3, la vidéo du mythe numéro 3 si vous ne l'avez pas encore fait. Mais nos doutes se reconfirment ici, étant donné que d'autres échantillons que nous avons pu sélectionner indépendamment, donc que nous avons pu obtenir via d'autres moyens, eh bien, avaient une composante berbère sensiblement plus élevée, notamment cet échantillon-là du sud marocain, qui a pratiquement 20% d'affinité avec les berbères du sud marocain, et là, l'existence de conversion ne fait aucun doute, et même, je dirais même au-delà de l'existence, l'importance relative ne fait aucun doute. Pareil pour ce juif de Tétouan dans le nord marocain, 18%, alors que M. Béard ne propose que 14%. Chez les juifs tunisiens et libyens, nous sommes à environ 15% d'affinité avec les berbères marocains, comme on peut le voir. En revanche, hein, lorsqu'on modifie cet échantillon et qu'on prend un berbère du sud tunisien, les affinités vont au-delà de 20%. Donc peut-être que la population de référence n'est pas adaptée. Toujours est-il que nous voyons bien que dans toutes ces listes-là, ce sont les juifs maghrébins qui ont la composante berbère la plus élevée. Quant à la composante géorgienne, eh bien entendu, c'est chez les juifs du Caucase qu'il faut la chercher. Les juifs géorgiens ont à peu près 33% de composante géorgienne. Les juifs du Daghestan, environ 25%, un peu plus de 23% pour l'Azerbaïdjan, à peu près 19% pour les Syriens. Donc nous voyons bien que cela représente ici des conversions de caucasiens au judaïsme, et c'est la raison pour laquelle c'est chez les juifs du Caucase que les affinités avec les caucasiens non juifs est la plus forte. La composante iranienne, sans surprise, elle est très forte. Où? Eh bien, en Iran, dans le Caucase et en Asie centrale, dans les régions qui étaient de langue et de culture persane. Chez les juifs iraniens, elle atteint environ 40%. Chez les juifs du Caucase, elle varie, mais elle est toujours élevée. On est à 37% en Tchétchénie, à un peu plus de 32% pour l'Azerbaïdjan, et à plus de 50% à Bukhara. Comme je le disais, les juifs de Bukhara en Ouzbékistan sont persophones, et nous voyons bien que leur composante génétique inclut un fort apport persan. La composante italienne, c'est-à-dire européenne, elle est, comme on le voit, absente chez les juifs irakiens, iraniens, caucasiens et ouzbeks. En revanche, elle apparaît chez les juifs syriens. Nous avons dit que les juifs syriens descendaient de séfarades exclus de péninsule ibérique. Ce n'est pas pour nous surprendre, on était à peu près 20%, et cela va en augmentant. Elle est de pratiquement 35% chez les romagnotes de Grèce, 45% chez les juifs italiens, et elle atteint globalement 48, 47, 49% chez les ashkénazes. Chez les séfarades, on est sur du 40%. Chez les juifs marocains, cela varie entre 37 et 44%, notamment ce juif de Tétouan, qui en a 44. Et puis enfin, les juifs tunisiens et libyens en ont à peu près 25.
Donc nous voyons bien que ce groupe-là, le groupe des Ashkénazes, des Séfarades et Italkim, sont largement issus de conversions de Sud-Européens, donc principalement des Italiens, mais également dans une certaine mesure d'Espagnols. Donc la composante est vraiment très forte, hein. Il y a eu beaucoup de convertis de Sud-Européens au judaïsme dans ces communautés-là. La composante samaritaine, eh bien partout, elle est plus faible que chez les chrétiens levantins, bien entendu. Parce que les chrétiens levantins sont beaucoup moins mélangés que les juifs, qui ont donc compté beaucoup de convertis parmi leurs rangs. Alors, chez les juifs irakiens, elle est d'environ 63%. Euh, Elle décline un petit peu en allant vers l'Iran, vers le Caucase, ce n'est pas pour nous surprendre, hein. Et ces 63%, eh bien, on peut aussi les expliquer par le fait que ce fond irakien, ce fond mésopotamien, a aussi des affinités avec le Levant, avec les Judéens. Donc, cela ne représente pas forcément en totalité un apport des Hébreux. Ça peut aussi être ce fond araméen, ce fond mésopotamien, donc lié aux Hébreux. Mais la proportion mais le pourcentage d'affinité avec les Hébreux est partout élevé, donc il y a réellement une composante hébraïque qui s'est conservée, c'est indéniable, hein. Ici, nous voyons en Iran qu'elle est d'environ 49%, elle gravite autour de 40-45% chez les Juifs du Caucase, elle descend à 33% à Bukhara, et puis chez les Ashkénazes, elle varie entre 38, 34, 35 dans ces eaux-là. Chez les juifs marocains, on est à environ 38-40%. Et chez les juifs libyens et tunisiens, elle est plus importante, hein. On est plutôt sur du 52-55%. Donc elle est bien là, une composante samaritaine réelle, des liens génétiques avec le Levant, c'est certain, mais aussi, comme on l'a vu, une forte composante non hébraïque, enfin beaucoup de convertis. Les Tadjiks, alors les Tadjiks, on pourrait s'attendre à les trouver où bien? À Bukhara, bien sûr, donc ça montre qu'il y a également une composante turquique d'Asie centrale à Bukhara, même si elle est relativement faible comparativement à l'apport strictement persan. Et puis chez les Ashkénazes, et elle est même relativement élevée. Comment l'expliquer? On ne s'attendrait pas forcément à trouver cette composante-là chez les Ashkénazes, hein. Eh bien, nous avons tous entendu parler du royaume des Khazars, et tout le monde croit, hein, que les Ashkénazes sont des Khazars convertis au judaïsme. Eh bien, il y a du vrai, mais cela n'atteint pas les proportions que l'on peut lui attribuer. En revanche, à notre sens, cette composante tadjik représente bel et bien un fond khazar, du moins en partie, car les Khazars, de tribus persanes, caucasiennes, turquiques, et c'est exactement cette composante-là qu'on retrouve chez les Tadjiks. Donc, il est, à mon sens, probable que ces pourcentages-là que nous voyons représentent cet apport khazar des Ashkénazes. Mais comme on le voit, il est minoritaire par rapport à l'apport sud-européen, particulièrement italien. Et puis enfin, pour conclure, de l'ukrainien, c'est-à-dire du slave, et c'est chez les Ashkénazes qu'on en retrouve pratiquement, oui, exclusivement même, à hauteur de 6% en Lituanie, de 5% en Russie et en Ukraine, chez les Juifs de Russie et d'Ukraine. Donc il y a une composante slave chez eux, mais elle est plutôt minoritaire, hein, génétiquement. Ils ont plus de liens avec le Levant qu'avec les Slaves. En revanche, c'est la composante italienne qui l'emporte chez les Ashkénazes. Euh, voilà, alors on sait qu'il y a d'autres communautés, hein, notamment les communautés du Yémen, d'Éthiopie et d'Inde, qui, elles, sont beaucoup plus locales, c'est-à-dire les différences avec les voisins sont beaucoup plus faibles. La part de convertis est beaucoup plus élevée.
Alors, une petite parenthèse, on se demandait comment les Ashkénazes avaient eu cette composante, berbère. Eh bien, un autre élément qui l'atteste est cette mutation, Parkinson que l'on retrouve chez les, Marocains, donc chez les, Maghrébins de manière plus générale, qui est une mutation, entre guillemets, «berbère», qui atteint des pics en Afrique du Nord. Chez les arabophones et les berbérophones, comme on dit, parce qu'il n'y a pas de différence génétique majeure entre les 2. Et on la retrouve également chez les séfarades et les ashkénazes, mais pas au Moyen-Orient. Cela explique bien que les séfarades et les ashkénazes ont bel et bien une composante berbère. Les juifs yéménites à présent, ils ne se distinguent que très peu de leurs voisins. Alors, nous avons là donc des échantillons yéménites musulmans. Ils sont tous musulmans à l'exception de ce groupe-là, donc cette moyenne d'échantillons tirée d'études de Béar. Eh bien, ils sont similaires aux Saoudiens à plus de 82%. Le fond comparable aux Hébreux, ou hérité des Hébreux, est d'environ 16%. Alors on entend parfois que les Yéménites ressemblent les Juifs yéménites ressemblent aux musulmans yéménites, mais qu'ils ont une composante héritée des Hébreux plus importante, et que ce serait ça la grande différence. Ce n'est pas exact. Pourquoi? Parce qu'il y a, nous pouvons le voir ici, des musulmans du Yémen qui sont plus, qui ont une composante levantine, proche des Hébreux, plus forte, et même beaucoup plus forte que les Juifs yéménites. Les Yéménites d'Ambalan, qui sont des musulmans, ont 28%. Les Juifs yéménites n'en ont que 16. Les musulmans yéménites de Damar en ont pratiquement 23%. Les Juifs yéménites n'en ont que 16. Donc, il est difficile de recevoir les conclusions de M. Béard, qui précise que les Juifs yéménites ne sont pas tout à fait similaires à leurs voisins musulmans. Eh bien si, ils ont la même, ils appartiennent au même substrat sud-arabique que leurs voisins musulmans. Nous voyons là des Juifs yéménites au moment de leur alia en Israël. Monsieur Béard sélectionne ces échantillons selon les, disons, certains intérêts peut-être personnels. Je ne suis pas le seul à penser, nous allons le voir, mais par exemple, sur cette représentation, nous avons des Européens, c'est ce qu'on voit en bleu, les Moyen-Orientaux sont représentés en vert, et puis les Juifs sont représentés en rouge. Alors, les Ashkénazes, c'est le groupe AJ qu'on peut voir ici. On remarque qu'il y a des Ashkénazes qui sont aussi européens que des Français, qui sont aussi européens que des Toscans, mais dans les résultats officiels, ces résultats disparaissent. Nous voyons là beaucoup de résultats de Juifs marocains. Nous en voyons 2 ici, 1 ici, plusieurs ici, mais ces études officielles n'en contiennent que 4. Et pour cause, ces Juifs marocains, qui ont une composante nord-africaine plus élevée, plus on va vers la gauche, plus la composante nord-africaine est élevée. Ces échantillons ne sont pas repris, ne sont pas utilisés, ne sont pas disponibles, certainement pour dissimuler la part génétique que les Juifs marocains ont reçue des convertis berbères au judaïsme. Pareil, dans certaines études, pas spécialement de M. Béard, mais nous voyons la même tendance. Dans ce graphique, on nous présente les différentes populations juives, européennes et moyen-orientales, comme si elles ne formaient qu'un seul et même bloc, ce qui est difficilement recevable. Alors là, ce sont des juifs indiens, on voit qu'ils sont très proches des Indiens et des Pakistanais, une légère tendance vers le Moyen-Orient, mais ces échantillons-là sont tout de même problématiques. Je ne suis pas le seul, comme je le disais, à reprocher à M. Béard sa subjectivité. Cet article-là montre bien que M. Béard
a tendance à sélectionner les échantillons qui semblent matcher avec ou concorder avec une certaine vision qu'il se fait des populations juives.